Bonjour, voilà, nous ouvrons la séance de l'après-midi du Paris Air Forum 2026 sur un sujet qui nous a semblé crucial. On a beaucoup parlé de souveraineté, on a beaucoup parlé de l'IA, comment tout cela se construisait ensemble et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on parle de l'industrialisation. Est-ce qu'on pouvait se permettre d'un pays qui s'était beaucoup désindustrialisé entre 1970 et 2019? On est passé de 28 à 41 milliards d'euros en francs constants. Le poids relatif a reculé de 25 à 13% de la valeur ajoutée totale. Et donc on a un problème de nos ambitions. Et pour échanger sur ce sujet clé, réindustrialiser pourquoi et comment, et le rôle de l'Europe, est-ce que c'est un atout ou un frein? Deux connaisseurs de l'industrie française, deux sensibilités politiques opposées, mais dans cette année qui ouvre une année présidentielle, ça nous semblait intéressant. Et sont-ils capables de trouver un compromis pour rendre à la France sa place dans la compétition mondiale? Donc Pierre Bercaz, président du directoire de Radial, qui est une entreprise familiale largement implantée en France, et donc qui est une illustration de ce sujet de lutte contre la désindustrialisation. Et Arnaud Montebourg, avocat, ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui est entrepreneur et animateur de l'émission chaque vendredi, Madine Montebourg sur BFM TV. Donc la première question, on va tout de suite adresser à Pierre Gattaz. Pourquoi réindustrialiser? Oui, alors merci. Vous entendez bien le son parce qu'il y a un écho terrible de notre côté. Ça va bien? On entend bien? Formidable. Parce que, si vous voulez, l'industrie, pour moi, c'est ce qui amène du pouvoir d'achat aux gens, des emplois à valeur ajoutée, revitalisation des territoires. On sait l'entraînement de l'industrie, un emploi créé, c'est entre 2, 3, 4, 5 parfois, emplois induits, indirects. C'est 80% de l'innovation, c'est 80% du commerce extérieur. Donc je crois qu'on a, avec Arnaud Montebourg, eu un combat commun. La France était à 20% du PIB il y a 40 ans, nous sommes tombés à 10%. C'est un scandale absolu. Les Suisses sont restés à 20%, les Allemands aussi, les Italiens aussi. Donc si vous voulez, le chômage augmente, le commerce extérieur s'est cassé la figure, l'emploi à valeur ajoutée s'est tari de façon épouvantable, l'apprentissage cherche des entreprises qui n'en trouvent pas, plus les effets induits de souveraineté. Et là, on arrive, si vous voulez, sur la souveraineté. Il faut expliquer ce que c'est. La souveraineté, pour moi, c'est on n'achète pas ses munitions à ses pires ennemis. Et c'est vrai dans le militaire, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'énergie, c'est vrai dans l'alimentaire et l'agroalimentaire. Donc vous déclinez tous les problèmes qu'on a à régler qui font peur à nos jeunes. On va tous mourir de chaud, on va tous mourir parce que Poutine va nous déclarer la guerre, on va tous acheter nos fruits, nos légumes à l'extérieur, nos doliprane en Chine, et vous avez comme ça tous ces dangers qui peuvent être transformés en opportunités d'innovation, de recherche, de création de start-up, de création d'écosystèmes. C'est pour ça que je mène personnellement un énorme combat, quand j'ai le temps, sur la réindustrialisation du pays, lié à ces dangers qui font peur à tout le monde et qui peuvent se transformer en opportunités non seulement de création d'entreprises et d'écosystèmes, mais aussi de souveraineté, de retour à la souveraineté nationale française. Après, on peut parler de l'Europe par-dessus tout ça. Pour moi, l'Europe a un rôle très important. Quand on parle de géants, on est face aux Chinois, on est face aux Américains et à quelques autres grands. Mais je pense que nous, Français, 66 millions de personnes, et c'est ce que j'ai fait avec ma société Radial, je ne suis pas très gros, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les composants électroniques. Je suis monté en gamme et je me suis infiltré dans tous les marchés mondiaux que mes grands concurrents n'ont pas pris, en phénol, Taïko, électronique et les autres. Donc nous, Français, à la taille de la France, je pense qu'on a des capacités inouïes, intellectuelles, technologiques, scientifiques, pour non pas prendre les énormes volumes que vont prendre les Chinois et parfois les Américains, mais tous ces produits sophistiqués, militaires, aéronautiques, spatiales, santé, qui sont des produits plutôt des marchés de moyen volume, voire petit volume, très sophistiqués,
où là, toute l'excellence française peut jouer. L'Europe aura un rôle, bien sûr, par rapport aux plaques tectoniques, sur les grands enjeux de capital, de militaire, d'IA, etc. Bien sûr, mais il ne faut pas attendre de l'Europe quoi que ce soit, nous, Français. Il faut qu'on soit bien meilleurs et qu'on se redresse à mort. Pour se redresser dans l'industrie, c'est ma règle des 5 C que j'ai toujours en tête, mnémotechniquement. Il faut un cap, il faut une vision. Il faut dire en 2035, on sera là, en 2040, on sera là. Dans nos boîtes, on a tous une vision à 5, 10, 15 ans, 20 ans. On embarque nos salariés. Il faut que les politiques nous embarquent dans une vision vertueuse du plein emploi, de la souveraineté, de l'ascenseur social qui remarche, de 30 ou 50% de salaire net en plus. Deuxième C, la confiance. Sans la confiance, ça ne marchera pas. Il faut qu'on nous dise qu'on nous aime. Les patrons, les entreprises, les communautés humaines, il faut qu'on nous dise vous êtes formidables, vous êtes des gens extraordinaires, vous créez la richesse, l'emploi. C'est grâce à vous qu'on va sortir la France de l'ornière. Troisième chose, il faut aller chercher de la croissance. La croissance, c'est important, c'est dans le cap. 1% de moyenne pendant 20 ans ne marche pas très bien. Les Suisses sont à 2% de moyenne de croissance par an depuis 20 ans. Les Américains sont entre 2 et 4, etc., etc. Il faut qu'on retrouve de la croissance et cette vision nous permettra d'aller vers 2%. Ensuite, il faut de la compétitivité, c'est essentiel. Plus vous êtes petit, plus vous en prenez plein la gueule en France. Quand vous êtes un gros, et moi je suis une entreprise de taille intermédiaire, j'ai des DAF, des DRH, je sais gérer la complexité, je sais gérer la bureaucratie. Quand vous êtes 10 personnes, 20 personnes, PME, c'est l'enfer. Donc, bien sûr, baisser la fiscalité, baisser le coût du travail qui pèse sur les salaires nets et baisser cette bureaucratie insupportable que Arnaud a dénoncé encore dans ses émissions il y a quelques semaines, formidable, sur des CERFA par rapport à une couleuvre qui passait dans le champ avec 70 questions à poser. Il faut arrêter, il faut diviser par 2 toutes ces conneries-là, excusez-moi. C'est important. Je ne pense pas aux grands groupes, je pense à toutes les petites PME, TPE, indispensables dans la vision du futur, car tous les écosystèmes dont je parle seront faits par des grandes boîtes, mais avec l'écosystème en dessous de TPE, de TI, qui est fondamental de garder, de conserver, de protéger. Donc la compétitivité. Et 5e, c'est les compétences. Et j'arrête là. Les compétences, c'est essentiel. Vous avez, je termine juste sur les compétences, 70% des gamins en Suisse de 17 ans sont en apprentissage. 70%. Nous, vous faites le calcul en France, c'est 5%. Donc les gamins en Suisse, à 17 ans, ils vont dans des filières, dans des entreprises, en alternance, apprentissage. Ils changent de voie et ils apprennent un métier. Ils sont BTS, ils sont techniciens, ils sont ingénieurs, ils sont directeurs, ils sont présidents. Nous, si vous voulez, on fout tout le monde au bac à 100%, socio, psycho, philo, le chômage à 20% des jeunes. Donc là, je pense que, vous voyez, c'est pour ça que les 5 C de réindustrialisation du pays, je les pousse beaucoup, les gens qui veulent m'écouter, mais je vais les pousser pendant la campagne pour les candidats, parce que c'est très important. Je suis moi-même industriel depuis 40 ans, et j'ai vu des pays réussir, j'ai vu des entreprises réussir, et j'ai vu des pays tomber, j'ai vu des entreprises tomber. Et j'arrive là de ce petit mélange d'une vision enthousiasmante au départ qui fait décliner tout le reste. Pierre, nous allons donner la parole à Arnaud. Donc Pierre vient de faire un état des lieux. Pourquoi faut-il réindustrialiser si on veut, si on a l'objectif de conserver, de retrouver sa souveraineté? Mais parce que nous sommes aujourd'hui un pays qui est déficitaire, pas seulement de la finance publique, mais également du commerce extérieur. Nous sommes un des rares pays au monde à avoir des déficits jumeaux. Il y a 2 pays dans l'OCDE qui le sont, c'est la France et les États-Unis. En gros, si nous avons des problèmes budgétaires et financiers, c'est parce que nous ne produisons pas assez sur le sol national. Quand vous faites un chèque de 50 milliards par an à la Chine, c'est de l'argent qui part pour alimenter la richesse chinoise et qui n'alimente plus, pas seulement les caisses publiques, mais les salaires, les territoires, les autres entreprises sous-traitantes, etc. Donc, l'appauvrissement est au bout de ce chemin-là. D'ailleurs, le revenu par habitant moyen en France vient de passer hors Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur en dessous de la moyenne européenne. Donc les signaux sont maintenant au rouge. Donc il faut inverser cette tendance. Alors, quels sont nos objectifs? Pourquoi on le sait, mais comment? Avant de dire comment, quels sont nos objectifs? Il faudrait remonter de 3 points de PIB pour être réaliste, sans être délirant.
hein. En 10 ans, 3 à 4 points de PIB industriel, ça représente 30 milliards d'investissements supplémentaires par an. Aujourd'hui, les entreprises investissent 90 milliards naturellement par an. Il faudrait passer à 120. Donc, vous voyez ce que ça représente. Pour relocaliser, 50 milliards environ par an de biens produits sur le territoire. 50 milliards. Regardez les chiffres d'affaires que dans vos boîtes les uns les autres. Vous voyez que c'est une mobilisation nationale, des grandes boîtes, des petites boîtes, des PME, des ETI. Tout le monde doit s'y mettre. Ce n'est pas seulement une vision gouvernementale, c'est une mobilisation de toute la société, dans toutes ses composantes, autour d'un projet de société qui doit consister à reconstruire une économie productive. Elle est autant agricole qu'industrielle, que servicielle d'ailleurs, parce que c'est un mélange de compétences et d'aptitudes qui à chaque fois qu'on retrouve dans toutes les filières. Donc il va falloir prendre la balance commerciale, tous les trous, ben, il va falloir une stratégie par produit qui manque. On a commencé à le faire dans l'agriculture, par exemple, ben, dans l'industrie. C'est le rôle du ministère de l'Industrie, avec les filières, de le faire. Et se remettre à investir dans les boîtes. Alors, comment on peut faire pratiquement? D'abord, on a les chefs d'entreprise, on a les millions d'entrepreneurs qui sont là. Et leurs salariés, leurs aptitudes, les compétences, les ingénieurs, tout ça, ça existe. Ils ont tous des projets dans les cartons et ils n'ont pas le système financier qui permette de financer leurs projets. Donc déjà, il y a la réforme du système financier. Aujourd'hui, nous n'avons pas le système bancaire qui fait l'intermédiation entre l'épargne et l'investissement, qui permet d'allouer l'épargne abondante des Français, qui est un signe d'inquiétude, mais aussi un signe de prospérité. Nous avons un des meilleurs taux d'épargne au monde, contrairement aux Américains qui n'épargnent pas, ils consomment tout. Nous, nous épargnons. Cette épargne n'est pas convertie en investissement. Elle part aux États-Unis alimenter la tech américaine et sa bulle, qui eux-mêmes reviennent faire leur shopping dans nos startups et nos entreprises et nous appauvrir et les déménager ensuite. Donc notre sujet, c'est comment on utilise l'épargne des Français. Donc c'est pas très compliqué. Les banques ne sont pas du tout, ne sont plus en mesure de le faire. Je dis souvent, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont eu des banques locales qui étaient à côté des PME et ETI locales, dans les Länder, le Mittelstand, on appelle. Mais l'Italie piémontaise du Nord, c'est la même chose. Nous, on a un système bancaire qui est cartellisé, quasiment oligopolistique, qui est sorti des territoires, quasiment, il pompe, il y a les dépôts, mais ça part sur les marchés. Et en vérité, à part les réseaux mutualistes, toutes ces banques ont disparu du territoire. Donc on a besoin de retrouver un système financier qui finance cette réindustrialisation. La BPI le fait, mais elle est trop petite par rapport aux besoins. Et il faut le faire en fonds propres. Les banques ne financent plus en fonds propres. Donc on l'a donné à des fonds d'investissement qui sont, à grande majorité, à capitaux étrangers. Donc on a ce problème, c'est qu'on n'a pas réformé le système financier pour industrialiser. Voilà, je m'arrête là, mais il reste 6 minutes. Il y a le problème de l'Europe. On a beaucoup parlé de l'Europe et dans les sujets de défense de souveraineté, on sait que juste l'échelle nationale est insuffisante. Mais l'Europe qu'on a construite, est-ce qu'elle nous aide à conserver cette souveraineté industrielle ou pas? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je voudrais répondre à deux commentaires d'Arnaud juste avant. Je pense qu'une façon aussi de recréer des fonds d'épargne vers l'industrie serait de développer la retraite par capitalisation. Ce n'est pas le seul moyen, mais ça permettrait de faire des fonds qui permettraient d'investir, de router l'épargne vers l'économie et l'industrie. On peut le faire au niveau de la France, et il faut le faire au niveau de la France, et on pourra le faire encore mieux au niveau de l'Europe, ce qui serait un étage supplémentaire. Deuxièmement, par rapport à ce que dit Arnaud, je suis d'accord avec tout, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas retomber dans un étatisme d'État. C'est-à-dire qu'il faut vraiment privilégier l'écosystème en dessous. Aider Airbus, Thales, Radial, très bien. Derrière, il faut que vous ayez des milliers de TPE, de ETI, de PME, de start-up qui sont formidables. J'ai été fournisseur d'Alcatel, j'ai vu le désastre d'un chef de file qui se casse la gueule pendant 15 ans. Désastre pour les salariés qui attendaient le plan social, pour les fournisseurs comme moi qui prenaient 10% de baisse de coûts tous les jours sans truc. Donc je pense que si vous voulez, il faut qu'il y ait une impulsion donnée par la France, par l'Europe idéalement, avec tous les débats qu'on connaît entre l'Allemagne sur les questions militaires, la France, etc. C'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné.
Par contre, l'adversité chinoise et américaine et d'autres, j'espère, nous permettra d'aller vers une raison d'une Europe très forte dans certains domaines essentiels, où là, il y a besoin d'énormément de capitaux et de nous protéger par rapport aux géants. Je pense que le marché européen industriel est fondamental à créer, mais encore une fois, en simplifiant. Parce que ce que je vois aujourd'hui, et je arrêterai là, c'est qu'on a créé une Europe, je la résume, tous consommateurs, tous verts, tous chômeurs. Bon, ça fait 40 ans que ça dure, et tous dépendants du reste du monde. Ça suffit. Maintenant, il faut qu'on travaille, et deuxièmement, il faut absolument simplifier. J'espère que les gens en Europe comprendront que pour faire vivre ces écosystèmes, développer des startups, ils ont besoin de financement d'une part, et deuxièmement, il faut arrêter cette complexité inouïe de réglementation. Vous connaissez le slogan, les Américains innovent, les Chinois copient Alors, et dépassent. Justement, on va et faire les Européens réagir réglementent. Arnaud là-dessus. Non, mais bon, si on attend l'Europe comme on attend Godot, on sera mort. Bon, excusez-moi, mais moi je ne crois plus du tout que l'Europe, qui s'est complètement plantée sur tous les enjeux stratégiques du XXIe siècle, soit capable de nous aider à nous réindustrialiser. Pour le moment, elle soutient ceux qui nous désindustrialisent. Les Américains, tout va bien. On signe l'humiliation mondiale de l'Europe sur le Golfe Thornberry Deal. Les Américains nous collent 30%, enfin 15 plus 12 de dollars, etc. Et nous, on dit merci monsieur, on en voudra encore. Ah bon? Et nous, aucune riposte, rien du tout. Ils nous pompent notre épargne, on leur achète du gaz à prix d'or, et on dit oui, merci monsieur, Daddy Trump. Daddy Trump, je rêve. Bon, donc ça, l'Europe, excusez-moi, elle a raté la période. En tout cas, cette équipe-là. C'est-à-dire équipe à direction allemande, batave, libérale, quoi. Zéro. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de nous détruire. Il faut lire quand même les lettres de protestation de l'industrie chimique européenne, pas française. Les Français sont dedans, heureusement, parce que nous, on se fait laminer. Les patrons de l'industrie automobile, ils disent c'est minuit moins une. Donc on est en train de se faire laminer. Où est l'Europe? Je vois le commissaire européen, M. Séjourné, dans le train l'autre jour en revenant de Strasbourg. Il me dit ça bouge, ça bouge. Je lui dis dépêchez-vous parce que là, on va finir trucidé. Donc l'Europe, pour le moment, elle est le cheval de Troie de nos pires adversaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un moment, comme l'a dit d'ailleurs Séjourné à juste titre, c'est une déclaration qui est passée à très mauvais titre, inaperçue. Il a dit s'il n'y a pas une réaction protectionniste au même niveau que celle qu'utilisent les Chinois, les Américains, de l'Union européenne, ce seront les États membres qui reprendront leurs billes et qui feront le boulot. Moi, personnellement, je ne suis plus très loin de cette position. Parce que ça suffit, on est en train de perdre des positions face au dumping chinois et à l'agressivité commerciale américaine qui sont inacceptables. Et pourtant, nous avons de nombreux atouts. Nous aussi, nous avons des leviers de chantage, comme ils savent si bien l'utiliser, sur nos technologies, ASML, Airbus. On en a des kyrielles, et nous ne les utilisons pas. Donc, si vous voulez, on a besoin maintenant d'une direction européenne qui connaisse ce que veut dire le mot force. Vous savez, un penseur du parti républicain, Robert Kagan, il y a 20 ans, a écrit un livre majeur qui s'appelle « La puissance et la faiblesse ». Et il disait une chose assez simple, il disait les Américains, ils ont un dieu qui s'appelle Mars, le dieu de la guerre. Alors ils font la guerre, en effet, ils ne font que ça. Et les Européens ont une déesse qui s'appelle l'amour, Vénus. Donc nous, on aime tout le monde, voyez. Installez-vous, vous reprendrez bien un peu de Bordeaux, vous êtes formidables, vous êtes chez vous ici, vous venez d'où, peu importe, installez-vous, vous êtes chez vous. Eh bien, on a ce problème. Donc là, le mouvement stratégique que doit faire l'Europe pour rattraper le retard accumulé par défaut de pensée de ce qui est devenu le monde est extrêmement coûteux. Donc la question qui est posée, c'est pas est-ce que l'Europe, c'est fini tous ces débats-là, ça c'était il y a 20 ans au référendum, c'est est-ce que les États membres ne vont pas reprendre les moyens de se défendre? Car l'Union européenne est géniale pour mettre la pression réglementaire sur l'intérieur et déserter la protection des peuples européens vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Alors, vous allez conclure tous les deux, mais à vous écouter, donc vous avez des sensibilités politiques qui ne sont pas totalement convergentes,
Entreprise, pour Oui, qui nous relie. on voit qu'il y a une réalité totalement convergente, c'est cette réalité de l'entreprise. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Pierre, puis Arnaud. Je n'ai pas compris la question. Il y a un écho terrible. Comment peut-on faire de cette sensibilité commune, cette analyse de la situation de l'entreprise et comment il faut réagir pour faire quelque chose qui permette de reconstruire une industrie en France et une industrie souveraine en Europe également? Je crois que c'est ce qu'on disait. En effet, je crois que c'est l'entreprise qui est la clé de tout. Vous remettez l'entreprise au milieu du village et créez dans l'emploi, de la richesse, de l'innovation, de l'industrie. Je crois que c'est ce que Arnaud a compris. Et dans son bord politique, il y a un certain nombre de gens qui l'ont compris et avec lesquels on peut vraiment travailler. Nous, patrons, on s'en fiche. Droite ou gauche, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse bosser. Alors bien sûr, il faut dans le cadre d'une vision, parler de l'Europe. Moi, j'attends une Europe scientifique, technologique, technique, industrielle, à terme, qu'on arrête de faire une Europe de consommateurs et d'écologie qu'on a vécu avec la réglementation qui nous restreint totalement. Donc là, il faut dire qu'est-ce qu'on veut construire, la fierté, l'espoir, on peut réussir, surtout que l'Europe a un patrimoine de folie dans tous les secteurs industriels quand même. C'est énorme ce qu'on a sous le pied. Donc là, il faut reprendre nos destins en main, mais après, il ne faut pas faire de l'étatisme. C'est ça que je crains. C'est qu'il faut aller sur une vision, mettre des grandes lignes, et ensuite libérer les énergies, l'innovation, les startups. Et c'est là toute la délicatesse du truc. C'est comme la souveraineté. Moi, je suis d'accord, sans protectionnisme. C'est-à-dire, il ne faut pas être naïf, il faut être ouvert, mais pas offert. Mais il ne faut pas être fou furieux de tout nous protéger parce qu'on ne pourra plus exporter. Donc c'est là où il y a une petite sensibilité qui fait, oui, des grandes lignes, oui, une Europe qui va devant, qui nous entraîne, qui regarde ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années face aux Chinois, aux Américains, et ensuite qui libère, je dirais, les énergies pour que cet écosystème se mette en place. Alors, il y a une petite différence avec ce que dit Arnaud. Merci Pierre, je vais me tourner vers Arnaud. Vous étiez assez convergent, mais ouvert et pas offert. Oui. Non, mais il n'a pas tout à fait tort, notre ami Gattaz. Non, ce que je veux dire, c'est que la question de la crainte de l'État, etc. L'État, il est partout, mais pas au bon endroit. Pour moi. On a besoin de l'État, il ne faut pas avoir peur. Mais surtout, il n'est pas au bon endroit. Il est archi-réglementaire, donc il paralyse la société. Il est obèse sur le plan social et indigent sur le plan économique. Je préférais l'inverse. Je préférais qu'il soit capable d'agir dans l'économie et du coup qu'il soit moins présent sur le plan des réparations sociales. Mais comme on a toujours joué le consommateur, on a toujours joué finalement la réparation sociale, l'ambulancier, plutôt que d'intervenir dans l'économie avec les partenaires sociaux. Moi, j'ai toujours considéré qu'un ministre de l'économie que j'ai eu l'honneur d'être ou de l'industrie doit travailler à trouver des accords qui tiennent gagnant-gagnant, capital-travail. C'est comme ça qu'on construit une nation productive. Bon, ben, elle n'a pas construit une nation productive, elle a désindustrialisé. Approche ton micro. J'ai dit. Bien. Eh bien, voilà, ça nous a semblé, avec Jean-Christophe Tortora, intéressant d'avoir cette réflexion que le politique peut parfois quand il veut. Merci Pierre, merci Arnaud.